Planète émotif talentueux est un podcast hebdomadaire qui s'adresse aux adultes concernés par le haut potentiel, le multipotentiel et l'hypersensibilité. À tous ceux qui vivent avec le sentiment de décalage et qui se posent mille et une questions. Vous découvrirez des clés pour vivre pleinement votre singularité de façon authentique par le biais d'entrevues avec des experts du haut potentiel et de l'hypersensibilité, des témoignages ainsi que des épisodes solo relatant de nombreux conseils dans le domaine. Planète émotif talentueux est animé par Nathalie Alsten, senior coach, thérapeute, auteure du livre Émotif talentueux, être soi autrement et fondatrice du congrès Douance, le seul congrès virtuel en francophonie destiné aux adultes surdoués et hautement sensibles. Bienvenue chez vous en direct de la planète Iti. Bonjour les émotifs talentueux, je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui avec un nouvel épisode en lien avec les interviews itinéraires émotifs talentueux. Mon invité du jour, France Drillon, coach, qui va nous parler de sa multipotentialité couplée à une haute sensibilité. Elle va nous parler de cette intensité qui lui a permis de se construire dans les différents aspects de sa vie. Elle va également aborder cette notion d'autorisation qui n'est pas toujours évidente quand on est concerné par la haute sensibilité et la multipotentialité, autorisation à être soi. Et elle va nous parler de rester vivant. On retrouve France tout de suite. Alors, quel est le terme que tu préfères, au potentiel, multipotentiel ou hypersensible? Je dirais multipotentiel. Ok, pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de multitude, de multiplicité, de champs possibles. Et j'aime beaucoup ça. Après, tu me demandes de choisir parce que je me reconnais quand même dans les trois. Mais c'est vrai que j'aime bien le côté du multipotentiel pour ce côté multiplication, multiplicité, choix. C'est vraiment ça, choix. Cadeau ou fardeau? Cadeau, moi. Qu'est-ce que tu mets comme cadeau là derrière? Moi, j'ai l'impression d'avoir un champ possible devant moi et que rien ne m'est interdit, en fait, tout m'est autorisé. C'est génial ça. Mais... Est-ce que ça veut dire que ça a toujours été le cas ou pas? Ah non, pas du tout, pas du tout. Avant, en fait, non, c'est pas vrai. Ça a toujours été le cas, sauf que quand t'es enfant, tu te poses pas la question. Non. Et puis, c'est au fur et à mesure de l'adolescence où je me sentais très différente et en plus, on m'avait étiquetée comme le vilain petit canard de la famille. Donc, du coup, j'avais vraiment cette impression que moi, c'était normal que je fasse pas comme les autres parce que de toute façon, j'étais le vilain petit canard, donc c'était OK. Et puis, à un moment donné, je crois que c'est quand j'ai commencé à rentrer dans le milieu professionnel. Là, je me suis dit, ce serait bien que tu rentres dans une case, mais pas trop dans la case quand même. Hein. Donc, dans le sens où moi, je voulais une belle maison, je voulais me marier, je voulais des enfants, un peu comme tout le monde, et je trouvais que c'était très chouette. Mais il fallait pas que ce soit dans le même ordre que tout le monde. Moi, j'ai d'abord mon compagnon qui a habité chez moi, mais on n'était pas vraiment ensemble. On a construit la maison, on a eu Lisa, qu'on n'habitait pas encore dans notre maison, on habitait dans notre tout petit appart, mais on vivait pas officiellement encore ensemble. Et puis on a fini par se marier des années après. Bref, c'était toujours il fallait que ce soit un peu différent de la norme. Mais consciemment, ça? Oui, parce que je voulais pas que ce soit... Il y a une part de moi qui voulait pas que ce soit fait comme tout le monde. Ouais. Mais en même temps, le comme tout le monde me rassurait aussi. Et puis, à un moment donné, je crois que c'est à mes 32 ans. Non, c'est à mes 30 ans d'abord. Première grande réflexion de ma vie. Je crois que c'était un gros chiffre. Je m'étais prise une journée de congé au terme, toute seule avec moi-même, pour faire un petit bilan de mes 10 dernières années. Et je me suis dit que je me faisais chier comme un rat mort dans ma vie. Waouh. Et il m'a fallu un moment, évidemment, avant de passer à l'action. Et je crois que c'est à mes 32, parce que ça m'a vraiment marqué ces 32 ans dans la tête de me dire, j'ai 32 ans, j'ai encore la vie devant moi, il faut que je fasse des choix. Et c'est là que j'ai décidé de quitter mon mari, j'ai décidé de changer de vie, de changer de métier, de repartir dans un autre champ possible. Mais à ce moment-là, est-ce qu'il y avait encore cette part de toi qui pensait que tu étais le vilain petit canard parce que tu ne comprenais pas ta singularité ou tu avais déjà mis des mots dessus? J'ai jamais cherché à mettre des mots dessus parce que j'aime pas les cases.
Donc, Non. vu que j'aime pas les cases, je cherchais pas à... C'est que, enfin voilà, moi, à l'époque, j'étais nutritionniste et donc j'ai toujours entendu parler des végétariens, des chiks, des tchaks, du régime Intel et ainsi de suite. Et je trouvais ça bizarre d'avoir besoin de se mettre dans une case. Pourquoi pas juste être soi avec ces différences. C'était ça, moi, ma vision des choses. Mais plus je rencontrais des gens qui me racontaient qu'ils avaient été diagnostiqués au potentiel ou hypersensibles ou multipotentiels, plus je me disais, tiens, ça me parle aussi ce qu'ils racontent, ces gens-là. Mhm, mhm. Et donc, j'ai un peu été pianotée sur mon ordinateur pour découvrir un petit peu. Et c'est vrai que je me reconnaissais dans plein de choses. Et en même temps, si on parle du côté hyper émotif, par exemple, spontanément, je t'aurais dit, non, pas du tout. Moi, je me reconnais pas du tout là-dedans, alors qu'au moindre truc dans un dessin animé, je pleure. Ouais. Et c'est mon compagnon actuel qui me dit, toi, du coup, t'es pas du tout hypersensible. Hein. Non, toi, tu vois un coucher de soleil, tu pleures. Tu vas à un enterrement, tu connais personne, tu vois les gens qui pleurent, tu pleures. Tu vois les gens qui sont joyeux, t'es joyeuse. Ah ouais, si, un petit peu quand même. Mais j'ai ce côté très contrôlante. Je reste une entrepreneuse. J'avais comme quelque chose qui dit, il faut que ça se voit pas. Tu peux pas Oui. montrer tes émotions. Donc, et donc, c'est le moment où c'est sorti fois 10 000 et j'étais pas préparée. C'est un petit peu comme le premier jour où t'es réglé, t'es pas préparée. Et c'était pareil. Oui. Oui, c'est ça en fait. À un moment donné, t'es pas préparé parce que on n'a pas mis de conscience là-dessus. On t'a pas aidé à en mettre. Et puis il y a cette comparaison au reste de la société, aux gens qui fonctionnent autrement. Et donc en fait, tu te prends le truc en pleine figure. C'est ça que je comprends. Ah, mais complètement. Et puis, Mhm. moi, j'ai une sœur qui est dans l'archétype de l'hypersensibilité, où on lui excuse plein de choses parce qu'elle est hypersensible. Et donc, du coup, moi qui viens avec ma variante de l'hypersensibilité, beaucoup plus dans l'agression, beaucoup plus dans la colère et ainsi de suite. Enfin, en tout cas, ça, c'est la manière dont mes parents me voient. Pour eux, moi et mon hypersensibilité, elle n'existe pas parce que ma sœur est l'archétype de l'hypersensible. Donc, elle est hypersensible, mais pas toi. OK. Donc, c'était pas facile non plus pour moi d'accueillir Mhm. cette part-là en sachant que, il y a plein de variantes d'hypersensibilité, il y a plein de Oui, variantes de multipotentialité, de haut potentialité. C'est, c'est à la fois, moi, ce que je trouve magique. tout à fait. Mais ça rejoint ce côté multiple dont tu parles en soi, mais aussi avec d'autres personnes. C'est pas parce que on a alors parfois je parle d'étiquette parce que pour moi une étiquette elle se colle et elle se décolle, mais ça peut parfois être intéressant de s'identifier. C'est pas parce que effectivement on se retrouve dans une grille de lecture qu'on fonctionne nécessairement comme Exactement. les autres. Et ça c'est tellement important. Il y a autant de manières de vivre son hypersensibilité ou son haut potentiel ou son multipotentiel que de personnes. Et c'est tellement essentiel de pouvoir entendre ça, je trouve. Waouh! Merci de mettre en avant effectivement ces différentes manières de vivre sa haute sensibilité. Tu entends, moi je dis haute sensibilité parce que le mot hyper peut avoir une Mhm. connotation parfois. Et la personne qui a quand même aidé à bien connaître cette fameuse hypersensibilité, c'est Hélène Aron, hein, une américaine qui a mis en place des études scientifiques. Et en anglais, c'est highly sensitive et highly se traduit par haut. Donc voilà. La question que je me pose aussi quand tu expliques vis-à-vis de tes parents, euh, je crois, te connaissant un peu, que tu es assez bien dans l'action. Je ne sais pas si Mhm. tu sais. Est-ce que euh, est-ce qu'on pourrait dire, je fais une hypothèse, hein, je ne sais pas du tout si c'est juste, mais est-ce que dans l'hypothèse que je formule, il se pourrait que tes parents aient associé le fait que tu sois très dans l'action ou dans l'action à la non-possibilité d'être une vraie, entre guillemets, hypersensible. Je ne sais pas si je suis claire dans ce que je raconte, mais Alors, je sais pas si c'est mes parents ou si c'est oui, moi-même. d'accord. Tu vois, parce Ah que oui. c'est comme si mon côté action est une manière aussi de camoufler ça. Mhm. Oui, tout à fait. Tu vois, déjà toute petite, ma maman me disait que quand elle venait près de moi pour avoir des câlins, je lui disais non, a déjà eu. C'était déjà non, 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 mais tout ce qui est trop émotif, vous éloignez de moi, s'il vous plaît, c'est pas gérable. C'est trop. Et, ce qui est, enfin, donc je sais pas dire, je pense pas que mes parents soient vraiment, je pense qu'ils ont mis les couches supplémentaires, mais je pense que la clé, c'est moi. Oui, oui, mais merci de repréciser ça, de revenir à toi effectivement dans cette manière de fonctionner. Est-ce que ça veut dire que
Ta sœur, par exemple, avait plus besoin d'être câlinée Oui, tout que à fait. toi. Oui, très très fort elle. Elle était en demande, en besoin et elle était fort elle était fort réceptive déjà à tout ça. Mhm, mhm, mhm. Donc, c'est intéressant pour les parents qui nous écoutent aussi de se rendre compte que l'hypersensibilité, c'est pas que pour les parents, hein, mais que nos enfants vont réagir avec une hypersensibilité de manière complètement différente. Qu'est-ce que t'apporte ton hypersensibilité aujourd'hui? Hmm. Ben moi j'ai l'impression que c'est comme si j'avais demandé à la vie d'être en vie Mm. et de me sentir vivante. Et alors, au début, quand j'ai toutes ces émotions qui ont surgi, enfin surgi, je pense presque normalement, mais vu qu'elles avaient été étouffées pendant tellement d'années, ben ça avait tout été vraiment exponentiel. Euh, la joie, c'était extraordinaire, évidemment, parce que c'était une joie exponentielle. Évidemment, la colère, la Danse. tristesse, oui, c'était tout aussi dense dans l'opposé. Donc, ça pouvait être très violent, ça pouvait être des journées complètes au lit, à me recroqueviller en position fétale et à pleurer sans comprendre ce qui m'arrivait. Et donc, à me dire, mais je sais pas, je suis dépressive, je vais mourir, je ne sais pas ce qui m'arrive. Et maintenant, j'aime ça parce que je me sens vraiment vivante. Alors oui, à certains moments, j'ai l'impression d'être un peu bipolaire, mais je me connais, donc je sais que c'est pas du tout une pathologie. Je sais que c'est juste, ben voilà, j'ai un truc qui m'arrive et c'est là. Oui, donc aujourd'hui, tu sais que tu n'es pas concerné par la bipolarité, mais c'est que ta haute sensibilité qui te fait faire des choses un peu différemment des autres. En tout Oui, cas, voilà, il y a l'intensité qui est là, en fait. Hein. C'est tout ça à fait. l'important aussi. Hein. Mais oui, ça, je pense que toutes les personnes qui nous écoutent vont probablement raisonner avec, en tout cas celles qui se sentent concernées par l'hypersensibilité, avec l'intensité. Hein. C'est quelque chose qui peut être très chouette dans la vie, qui en même temps peut faire peur quand on n'a pas Oui. appris à l'apprivoiser. Mhm. Et ça, quelque chose qui m'a beaucoup aidé pour apprivoiser ces fluctuations émotionnelles et ces émotions qui arrivent à certains moments sans il y a toujours une raison, mais en me surprenant par moments, c'est de danser et c'est Ouais, d'aller marcher dans la nature. ouais. Ça m'apaise énormément. Pouvoir danser mon émotion, comme ça, je n'ai pas besoin de la nommer, je la danse. Parce que ça aussi, nommer des émotions quand jamais moi, je connaissais 4 émotions à tout casser. Et Euh, encore, parfois, ouais, on ne c'est sait ça, pas. Hein, quoi. mais... En tout cas, je connaissais très bien la colère, plutôt bien la tristesse. La joie, je m'en étais complètement déconnectée. J'avais l'impression que c'était quelque chose qui n'était pas pour moi, qui était pour les autres. Et, euh, et par contre, j'apprenais à découvrir cette espèce de sérénité. Pour moi, dès que j'étais pas en colère ou en tristesse, ben, la sérénité, c'était le calme, en fait. Donc, et puis, ben, du coup, j'ai appris qu'il y avait un autre panel assez vaste dont je ne suis pas encore connaisseuse de tout, loin de là. Mhm, mhm. Et donc, je trouvais que danser, les marchés, c'était c'est d'ailleurs toujours une chouette manière de les faire passer, en fait. De fonctionner, oui, non, c'est génial. Euh, Tu as parlé tout à l'heure de te sentir différente. Ton moment de décalage mémorable, tu t'en souviens? Mon moment de décalage. Ou un moment de décalage mémorable, si je fais référence à ce que moi j'ai vécu, il n'y en a pas eu qu'un. Ben, je vais dire le plus récent, c'est quand c'est cet été, j'ai eu des soucis professionnels et je me dis, ben, je vais repostuler dans le salariat. Et j'en parle avec une de mes meilleures amies, avec qui on a fait nos études, et elle me regarde et elle me dit, mais France, tu me fais rire, tu sais que tu es inapte au salariat? Waouh! Ah ouais, ben voilà. Et comment tu as reçu ça? Ah ben c'est comme si ça venait de me recadrer direct en me disant, arrête de te chercher des excuses, trouve des solutions à ton problème, mais pense pas que le salariat va t'aider. Non, c'est intéressant, ça, effectivement. Est-ce que tu avais une partie de salariat dans ta carrière? J'ai eu quelques années de salariat à mi-temps Mhm, dans une salle de sport où j'étais nutritionniste à mhm. l'époque. Et c'était une chouette expérience. On n'était que 3 à travailler. Donc, moi, oui, je suis inapte au salariat. Je suis inapte au travail d'équipe quand c'est pas moi qui gère, en fait. Donc, Tu as le mérite d'être honnête, hein? C'est conscient en tout cas. Mhm, mhm. donc quand j'ai eu des stages en hôpitaux, c'était l'enfer. Je me cachais au dernier étage de la cage d'escalier sur le toit pour que le temps passe tellement j'en avais ras-le-bol. Mais non, moi, non, ces expériences-là n'étaient pas, enfin, elles étaient nécessaires pour me rendre compte que ce n'était pas pour moi.
D'accord. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu sais dans ta multipotentialité, puisque c'est le mot qui te parle le plus, qu'est-ce que tu sais qui est important pour toi au niveau professionnel, si tu veux rester dans ton axe? Ben, déjà, de prendre conscience que le vilain petit canard, au final, il devient un signe. Mhm. Ça, c'est une première chose qui est importante parce que tant qu'on reste dans l'idée du vilain petit canard, on reste un vilain petit canard. Ouais. Et donc, on est toujours dans cette incompréhension, dans cette victimisation, dans ce que je perçois en tout cas, hein, et dans ce que j'ai été pendant des années. J'étais dans cette colère, dans cette forme d'injustice, je trouvais pas ça normal, je me posais toujours la question du pourquoi moi je vis ça. Non. Maintenant, je pars plutôt de l'idée de moi, c'est quand que tu deviens un signe. Quand je recommence avec ces questions-là, parce qu'il faut pas dire que je ne suis jamais plus un petit vilain petit canard, hein, ça m'arrive encore souvent de revenir comme ça en mode Calimero. Ouais. C'est juste de me dire, OK, France, là, d'abord, tu redeviens un signe et puis tu vois quel signe tu as envie d'être. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie d'être rose? Est-ce que tu as envie d'être bleu? Est-ce que tu as envie d'être blanche? Est-ce que tu as envie de voler, de rester autour du lac? Est-ce que tu as envie de faire un petit tour à la mer? On verra. Mhm. Donc j'entends vraiment ce côté acceptation de qui tu es dans ta singularité, en fait. Oui, Mhm. Mhm. Est-ce que c'est toujours facile? non. À quel moment, si tu es OK, de nous partager à quel moment c'est plus compliqué, justement, et alors qu'est-ce que tu fais de ces moments-là, en fait? Ben, les vrais moments où c'est plus compliqué, si je parle dans le côté entrepreneuriat, c'est dans les moments où je dois m'investir et m'engager je ne vais pas dire des dossiers, mais sur des activités qui ne me passionnent pas et dans lesquelles je ne trouve pas spécialement de plaisir, mais clairement qui doivent être faites. Et là, je trouve que mon cerveau est d'une créativité affolante pour me trouver des activités vachement plus cool à faire. Et donc, du coup, bah, il y a une grande part de moi qui alors, on appelle ça de la procrastination. Il y a une part de moi qui a décidé que j'appelais ça, que c'était juste pas le bon moment. Donc, je suis créative et puis je vais faire les choses qui sont nécessaires, qu'il faut, je dois. Mais par contre, je me suis rendu compte qu'en alliant les deux, alors les deux, ça peut être sur la même semaine, ça peut être sur la même journée, ça peut être sur 2 heures. Mhm. C'est que quand je commence par une activité qui me nourrit vraiment, eh ben alors à ce moment-là, ça passe beaucoup plus vite la partie qui m'emmerde. Mm. Mais c'est important et je pense que chacun peut y trouver son propre équilibre. Toi, j'entends que c'est que tu commences par quelque chose de plus créatif qui te nourrit, etc. et que ça va être plus simple de faire ce qui t'ennuie, mais on sait tous qu'on a toujours des choses dans la vie qui nous ennuient. Hein, je vais dire, je ne sais pas si c'est malheureux, mais en tout cas, ça fait partie de la vie. Toi, c'est ça. Pour certaines autres personnes, ce sera Dans le sens inverse. Mais dans ça le sens m'arrive aussi que ce inverse. soit dans le Voilà, sens quoi. inverse. Ça m'arrive aussi, mais ça fait pas très longtemps que j'ai pris conscience de ça, à quel point c'était important de faire des choses aussi qui me nourrissaient dans la journée. Ouais. Et je m'autorise aussi à ce qu'il y ait des semaines complètes où ce soit que des choses qui me nourrissent et que du coup, j'ai pas du tout avancé sur les choses soi-disant essentielles qui deviennent tout à coup très secondaires. Et puis après, bah, j'ai dû faire appel à la gestion de la culpabilité de mon retard. Mais donc, j'entends cette autorisation qui est importante. C'est, OK, je m'autorise et en m'autorisant, il y a une forme de puissance, en fait, qui se met en place. C'est ça que j'entends. Bah, je sais pas si c'est une forme de puissance, mais en tout cas, j'aime beaucoup être au contact avec des personnes âgées. Et à chaque fois, quand tu parles avec des personnes âgées, mais parfois pas besoin d'être très âgées, plus âgées que moi, il y a cette notion de faites-vous plaisir, profitez des gens que vous aimez. Et ben, du coup, je me dis, bah, moi, j'ai pas besoin d'être vieille pour pouvoir le faire, en fait, hein, je le fais déjà. Donc, bah, c'est pas grave. Mon travail, si c'est que dans 2 ans que j'aurai plus de succès à la place de demain, est-ce que c'est le plus important? Bah, je sais pas, je saurai ça à la fin de ma vie. Oui, ouais, ouais, c'est important. Merci. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te freine actuellement? Dans ma multipotentialité, Ouais. bah justement, cette capacité d'être sur plein de fronts en même temps et parfois, du coup, de ne pas savoir quel est le prochain pas. Mhm, mhm, mhm. Et alors, quand tu sais pas quel est le prochain pas, comment tu t'y prends, en fait? Parce que ça, je pense que ça peut parler à pas mal de personnes. Parce qu'en fait, on reste statique. Enfin, je sais pas si c'est ton cas, mais quand tu sais pas quel est le prochain pas, qu'est-ce que tu fais que tu ne fais pas, toi? Bah, quand je ne sais pas quel est le prochain pas, clairement, je fouille. Mhm. Je regarde en arrière et je marche à reculons ou je vais faire un petit tour sur le côté. Donc, euh, donc ça peut être vraiment problématique, hein, surtout quand on Mhm. entreprend, parce Ouais. alors on vient vraiment dans de la procrastination et c'est des durées qui sont enfin, plus ou moins longues en fonction du moment où on va trouver le prochain pas. Moi, ce que je fais, c'est que chaque année, je fais un vision board.
qui évidemment se réalise chaque année. Et du coup, ben, chaque année, il évolue, il change. Il y a des photos que j'enlève, d'autres que j'ajoute, et ainsi de suite. Et je reviens devant et je regarde, tiens, qu'est-ce qu'il a maintenant? M'inspire dans ces images et comment est-ce que je peux un peu plus devenir cette personne-là? Et alors, à ce moment-là, ben, le cerveau, il déconnecte quelque chose et j'ai des informations qui arrivent. Mais donc, tu reconnectes au sens, en fait, c'est ça que Oui, j'entends aussi, hein, puisque oui. ton vision board, tu l'as construit avec sens, j'imagine, en tout cas. Mhm. Oui, merci pour ça. Si un ami parle de toi, qu'est-ce qu'il dirait? Oh, elle est sympa. Mais encore? Euh, souvent, ce qui vient, pour avoir fait ces exercices-là avec nos amis, justement, c'est que j'inspire confiance. Mm. J'ai cette capacité quand les gens discutent avec moi que j'inspire confiance. Par contre, c'est comme s'il fallait mériter cette confiance. C'est que je suis très froide. Je peux être très, très froide au premier abord. Et quand on outrepasse ça, bah, à ce moment-là, souvent les gens ont facile de se livrer, de me partager, de discuter. Est-ce que tu as pu mettre de la conscience sur, moi, ce que j'appelle la graine de sagesse? Hein, graine de sagesse, c'est comprendre, observer la raison pour laquelle quelque chose se passe d'une certaine manière chez nous. Qu'est-ce qu'elle est en train de faire pour toi, cette froideur, tu sais? Ah, mais la froideur, elle me protège. C'est un petit peu, en fait, inconsciemment, je me suis rendu compte que j'avais peur des gens. Mhm. En général, j'aime l'être humain, mais par contre, c'est comme si cette froideur me permettait de me protéger et comme si, ben, les personnes qui outrepassent cette froideur-là, ben, ils méritent de me connaître. Et ça, c'est inconscient. Et de plus en plus, ben, j'essaye de réchauffer cette froideur pour pas être que là-dedans et autoriser des personnes qui se seraient arrêtées là, qui pourtant ont de la valeur aussi et avec qui j'ai envie d'aller plus loin ou faire un petit bout de chemin et de me rendre compte que c'est assez exceptionnel. Mhm. Est-ce que tu fais un lien avec ta singularité, cette froideur et ce besoin de protection Je ou pas? pense que, alors ça, je sais pas dire si c'est la singularité. Je pense que c'est l'histoire de c'est mon histoire de vie, de vouloir me protéger. Donc je ne sais pas. Mhm. Ok. Voilà, question en suspens et c'est OK. Pour les personnes qui nous écoutent, hein, on n'a pas toujours les réponses, mais par contre, ce que je trouve qui est intéressant, c'est vraiment de pouvoir observer, et c'est ce que tu fais, hein, Mhm. ce qui est important pour toi. Est-ce que tu as l'impression de te poser plus de questions que les autres personnes ou que les personnes de manière générale? Alors à une époque, j'avais l'impression que mon cerveau, il avait juste un seul bouton qui s'appelait on et qu'il était tout le temps enfoncé. Ouais. À l'heure actuelle, la chance que j'ai, c'est que je fréquente que des gens comme moi, donc je ne me rends plus compte que je suis différente. C'est quand je sors de mon milieu que je me dis, ah, il y a encore des gens comme ça, mais non, moi, enfin, voilà, c'est devenu une norme pour moi d'être entourée de gens qui ont des cerveaux en on perpétuel. Tes cerveaux en effervescence. Oui, Alors, j'aimerais revenir à la partie professionnelle. Est-ce que ton parcours a plutôt été linéaire ou pas? Comment ça s'est passé pour toi, ce parcours pro? à ton avis. Je sais pas. J'ai déjà entendu que tu as été nutritionniste et je sais que tu ne le sais plus aujourd'hui. Donc, il y a eu au moins deux Oui, éléments dans le parcours, mais entre eux. oui. Donc je crois que ça revient même à bien avant ça. Moi, je voulais faire plein de métiers quand j'étais petite. Mm. Je voulais faire la police montée au Canada. J'habite en Belgique. Je voulais être fleuriste. Je voulais vivre dehors. Je voulais être vétérinaire parce que je voulais être avec les animaux. Et puis, ben, je sais plus pour quelle raison, je suis devenue nutritionniste. Donc, mais par contre, même en étant nutritionniste, j'étais pas pleinement nourrie. Donc, c'est-à-dire que j'ai fait des études de diététique. Et au début de mes études, on voit l'infirmière et l'infirmière me dit, ah bah tiens, pourquoi, enfin, tiens, elle me dit pas tiens, elle me dit, pourquoi est-ce que vous voulez faire la diététique en mode, ben, spontanément, quand tu as eu des cours de diététique en supérieur, souvent, c'est pas des cours dont tu te souviens en positif. Hein. Et donc, du coup, elle était un peu dégoûtée, l'air de dire, mais pourquoi il y a des gens qui font ce genre de métier? Ça doit être horrible, les études. Et je lui dis, ben, parce que j'ai envie d'aider les gens à se sentir bien dans leur corps.
Bah ok, super. Et j'étais surprise de ma propre réflexion. Et je fais mes 4 années parce que je m'amusais tellement bien que j'ai décidé de doubler ma première. Et parce que je trouvais que c'était tellement amusant de pas aller au cours et de découvrir la vie que du coup, bah, il a fallu quand même que je fasse une deuxième pour pouvoir vérifier que je connaissais la matière. Mhm. Et, et puis, je me suis rendu compte que c'était pas assez. Je n'étais pas capable d'aider les gens. Donc, j'ai fait la nutrition des sportifs de haut niveau, toujours pas assez. Et puis, j'ai eu la chance que la vie me mette des personnes qui m'ont aidé à aller toucher cette essence du bien-être, pas que de l'alimentation, mais voilà, aussi bien dans le développement personnel, la psychologie, ainsi de suite. Et puis, ben voilà, j'ai eu un cabinet, un deuxième cabinet, j'ai travaillé dans une salle de sport en plus. Et puis, bah, dès que je m'ennuyais, je créais quelque chose de nouveau. Ouais. Donc j'ai décidé de donner des cours de cuisine et puis j'ai changé le format. Et puis à un moment donné, j'avais l'impression d'avoir fait le tour de tout ce qui était possible de faire dans la nutrition, en fait. Et c'est là que j'ai découvert qu'on pouvait se lancer en ligne. Et je me suis dit, ah, mais c'est trop bien, ça, j'ai pas encore testé. Et en plus, pour le moment, j'ai fait un genre de burn-out. Alors, je me plains de guillemets parce que à l'époque, enfin, je ne sais même pas sûr que c'était un burn-out, mais j'avais vraiment un ras-le-bol de ce que je faisais. Je m'ennuyais. Voilà, j'avais plus de feu. Mais je sentais que j'avais toujours cette envie de contribuer, mais je n'étais plus capable de voir les gens physiquement. Et, et là, ben, je me suis lancée en ligne et j'ai créé des programmes en ligne en me disant, ben, c'est génial, j'apprends des nouvelles choses, j'ai besoin d'apprendre, moi j'ai besoin de nourrir aussi mon intellect, je vais dire. Et donc j'ai appris le marketing en ligne, comme à une époque, je vendais des compléments alimentaires pour apprendre Mhm. le marketing de réseau parce que je trouvais ça génial, le marketing de réseau. Donc, euh, donc voilà, et puis ben, le Covid est arrivé. Là, je me suis dit, tiens, ça fait 6 ans que je suis en ligne, c'est sympa, mais il va y avoir plein de gens qui vont se lancer en ligne. Moi, j'arrête, je fais une petite pause. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'avec tout ce que j'avais appris ces dernières années, ben, accompagner les porteurs de projets à lancer leur activité en ayant moi-même lancé 2 sociétés, ben, ça coulait de source en fait. Mhm. Et Mhm. donc voilà comment j'en suis arrivée là maintenant à ce que je fais. Et puis, tu es au courant depuis le mois dernier, on a lancé une nouvelle entreprise encore qui s'appelle Les Princesses en Basket, où là, on accompagne les femmes sous forme d'un groupe Facebook à se prendre soin de soi en moins de 5 minutes par jour. Donc, euh, donc voilà. On revient, alors ce que j'entends aussi, c'est qu'on revient encore, parce que c'est ce que tu disais dès le début, hein, dans ce qui t'intéressait, c'était prendre soin de soi, et j'ai entendu le corps, et en fait, l'intention de base est toujours là, mais par contre, la manière d'amener le projet a changé, en fait. C'est ça qui est intéressant également, quoi. Ouais, ouais. Tu sais, mais même, je me suis dit, ah, je vais faire esthéticienne comme ma maman. Mais là, je fais pas esthéticienne, mais je t'avoue qu'aujourd'hui, j'ai regardé comment pouvons-on faire ces cosmétiques bio maison. Ouais, mais voilà. Mhm, mhm. Alors, on parle souvent du multipotentiel au niveau professionnel, mais en tout cas, dans mon expérience, le multipotentiel, dans l'absolu, il se traduit bien ailleurs. Tout Comment à ça se fait. traduit en dehors de la sphère professionnelle pour toi? Ben moi, ça se traduit vraiment c'est vraiment la créativité sous plein de formes. Ça veut dire que tu me demandes de faire une copie d'un dessin, c'est pas spécialement ça. Pour moi, ma forme de créativité. Moi, j'aime bien peindre, j'aime bien dessiner, certes, mais j'aime mieux de reproduire ou de prendre une peinture à numéro. Ça me guide l'esprit. Par contre, tu vas me demander de cuisiner. Je kiffe cuisiner, pas tout le temps, pas tous les jours, pas de la même manière et pas tout le temps le même style de choses. Aujourd'hui, par exemple, j'ai accumulé pendant des années des vieilles bougies et je dis à ma fille, et si on faisait des bougies aujourd'hui? Genre de truc Mm. que je sais absolument pas comment on fait des bougies. J'ai été voir sur Internet, on a fait des bougies. Ma fille a des soucis avec son cours d'anglais. Et moi, je me dis, allez, Pinterest est mon ami, on va trouver des solutions. Et alors, on a créé tout un module de jeux mémo et ainsi de suite. Et elle s'amuse comme une petite dingue à jouer. Enfin, elle s'amuse pas, mais on s'amuse mieux de toute façon que juste Ouais. d'étudier ses feuilles. Et c'est là-dedans, on a un potager. Bah, moi, je m'amuse à mélanger les couleurs des fleurs, à les observer. J'ai des ruches, enfin voilà, c'est plein de choses aussi qui font que je me disperse. Est-ce que c'est vraiment de la dispersion? Ah non, parce que moi, ça m'amuse et ça me nourrit. Et dans le côté de l'amusement, il y a des moments où c'est des amusements très joyeux et puis il y a des moments où c'est juste des amusements sereins. Mhm, mhm. Et être dans les abeilles, par exemple, il y a des jours où je suis pleine d'excitation parce que je trouve qu'elles sont magnifiques. Et puis il y a des moments où je suis plus dans l'observation, dans cette sérénité, dans cette paix intérieure. Et j'adore ça. Mhm, mhm. Comment tu fais pour, parce qu'il y a toujours cet équilibre, parce que vu de l'extérieur, très souvent, moi j'ai aussi entendu que je me dispersais. Mhm. Alors que, bah non, m'ennuie, je passe à autre chose. Voilà, c'est ça. C'est pas plus compliqué que ça, tu vois. Et ça n'a pas changé, c'est toujours ça, sauf qu'aujourd'hui, c'est intégré et accepté. Euh, mais je pense quand même que
on peut vraiment, même si on est intéressé par pas mal de choses, on peut vraiment disperser parce que ça devient un vrai trop, même pour soi, même pour nous qui fonctionnons de cette manière-là. Et donc, ça me semble important de trouver aussi cet équilibre. Je te vois, les personnes ne te voient pas faire un signe oui de la tête, mais donc je le formule. Mais à quel moment tu sais que tu te retrouves dans un déséquilibre et qu'il est temps de je ne sais pas quoi d'ailleurs? Ça, c'est une très bonne question. Parce qu'il y a des moments où je suis encore dans le déséquilibre, même souvent. Mhm. Et je crois que ce qui me ramène à l'équilibre, j'ai deux choses qui me viennent. La première, c'est quand la culpabilité devient trop importante. Mhm. Même si c'est pas une énergie que j'aime bien, sur laquelle j'aime surfer, mais à un moment donné, elle me remet à ma place en me disant, hé cocotte, c'est sympa, mais maintenant il est un petit peu temps que tu t'y mettes. Et deuxièmement, il y a j'avais parlé de cette notion de joie, de cette joie qui nourrit. Et à un moment donné, c'est comme si mon réservoir il était plein et je peux aller vaguer aux occupations qui m'amusent moins. Mhm. Et donc, quand il est plein, parce qu'il y a les occupations qui t'amusent moins, tu les gardes pourquoi? Parce qu'elles sont essentielles, que tu peux pas Oui, t'en oui, passer. là, je parle plus de l'ordre du professionnel. D'accord. J'avoue que j'ai aussi une grande capacité de déléguer tout ce qui est privé et qui m'ennuie. Donc, j'ai du mal à déléguer ce qui est professionnel, mais par contre, ce qui est privé et qui m'ennuie, ça, c'est 100% délégué. Donc, D'accord. Un truc pour ça? Je suis sûre que les auditeurs vont raffoler de ça. Comment tu tu fais pour sais, déléguer? j'ai une maman qui m'a toujours dit, je travaille pour payer les gens qui font ce que je n'aime pas faire. Mhm. Mhm. Donc, du coup, moi, ça coule de source qu'une femme de ménage, un aspirateur robot, quelqu'un qui fait le linge, c'est logique pour moi. Parce que j'ai été élevée comme ça. Après, pour mon compagnon, ça a été un énorme débat, par exemple. Parce que on n'a pas la même perception on n'a pas cette même perception-là. Par contre, je suis très preneuse d'informations pour tous ceux qui savent déléguer professionnellement parlant, parce que moi, j'ai été aussi élevée avec l'idée qu'on n'était jamais aussi bien servi que par soi-même dans le pro, et donc, du coup, j'ai un peu du mal à déléguer. C'est amusant, ça, mais voilà. Merci pour ce chouette échange. J'ai juste envie de te demander, pour ponctuer cet échange, si tu avais un conseil à donner aux personnes qui nous écoutent pour vivre pleinement sa multipotentialité. Qu'est-ce que tu leur dirais? Déjà, juste de s'autoriser à découvrir tout ce qui les anime et les nourrit. Parce qu'il y a aussi cette grande croyance que faire qu'une chose à la fois. Et moi, je l'ai fait, une chose à la fois, et puis je me suis éteinte. Donc, c'est de reconnecter à qu'est-ce qu'on aimait faire quand on était petit, qu'est-ce qui nous, parce que tout ne sera pas là-dedans, hein. Par contre, qu'est-ce qu'on aime faire maintenant? Mhm. Mhm. Et puis écouter ses élans, parce que ça aussi, c'est super important, juste écouter ses élans qui nous disent, allez hop, j'ai envie d'aller dehors, va dehors. J'ai envie de faire un saut en parachute, va faire ton saut en parachute. J'ai envie de faire des bougies, va faire des bougies. C'est rester vivant, en fait. Oui, Alors, c'est avec cette un grand V. voilà, cette intensité dont on nous a parlé qui fait que, voilà, ça, c'est vivre. C'est ça que je retiens, en tout cas, une des choses que je retiens dans notre échange, c'est cet aspect-là des choses. Merci beaucoup, France. Merci à toi. J'espère que vous avez apprécié cet échange dans lequel je parle parfois de graines. Alors, si vous ne connaissez pas encore le modèle de développement du potentiel à travers les 5 graines, eh bien, je vous invite à faire gratuitement le quiz qui vous permettra de découvrir ces graines et là où vous vous situez dans votre potentiel de développement parce que c'est bien de ça dont il s'agit avec ces 5 graines. C'est gratuit. Il vous suffit de vous rendre sur le site www.emotif au pluriel talentueux avec un x.com/graines. À la semaine prochaine!